Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godebert. Les tournois sont très présents dans la littérature arthurienne. Dans cet épisode, le roi Galleo, fils de la Belle Géante et sire des îles lointaines, déclare la guerre au roi Arthur en lançant un défi sous la forme d'un grand tournoi opposant les chevaliers des deux royaumes. En effet, au Moyen-Âge, le tournoi, avant d'être un spectacle, est une manière de se faire la guerre. Il prend la forme d'une mêlée plus ou moins importante, dans laquelle deux équipes s'affrontent en race campagne. Puis il se codifie de plus en plus afin d'éviter les accidents fâcheux. Car le but du tournoi n'est pas de tuer son adversaire, mais de le désarçonner, c'est-à-dire de le faire tomber de cheval. Tout comme la joute qui désigne un duel sans mise à mort, ou encore le pas d'armes qui simule un combat consistant à défendre un pont, une place ou une croisée de chemin. Pratiqués en Occident entre les 9e et 16e siècles, les tournois connaissent leur apogée au 12e siècle. En France, ils prennent fin après l'accident mortel d'Henri II en 1559. Alors qu'il participe à un tournoi, une lance déviée par son bouclier pénètre sous la visière du casque du roi et lui traverse l'œil. Après une terrible agonie, le roi meurt de sa blessure. La reine Catherine de Médicis interdit alors tous les tournois et les joutes sur le sol français. Au cours du Moyen-Âge, le tournoi se distingue progressivement de la guerre féodale. La présence d'un public non militaire et féminin avec les dames de la cour lui donne peu à peu l'apparence d'un spectacle. Il s'agit alors pour le chevalier non pas de gagner le combat, mais de faire de beaux gestes et de plaire à sa dame. Avec l'apparition de l'amour courtois, les dames deviennent progressivement la justification du tournoi. Et le tournoi est un véritable sport, nécessitant force, adresse et souplesse avec des équipements pouvant aller jusqu'à 50 kg. Le tournoi est aussi un moyen de faire fortune et un vecteur d'ascension sociale entre la petite et la grande noblesse. Le chevalier qui s'est bien battu peut, selon les règlements, obtenir des gains comme par exemple le cheval de son adversaire. Le tournoi lui permet aussi de se faire remarquer par un prince et d'obtenir des terres ou des offices. Si l'Église n'est pas favorable au tournoi, avec une première interdiction ecclésiastique en 1130, cette interdiction est levée par le pape Jean XXII en 1316. Car non seulement les tournois sont un bon entraînement pour les croisades, mais on y recrute aussi de futurs croisés. C'est également avec les tournois qu'au milieu du XIIe siècle se développe l'héraldique. Les armoiries figurent sur les écus accrochés à la vue de tous et sont reprises sur la tenue du chevalier et de sa monture, le caparaçon. Elles permettent désormais de distinguer les combattants. Mais retournons auprès de Lancelot et suivons-le se laisser mystérieusement guider par son cheval. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Évelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 12e émission, le tournoi de Galore.
Lorsqu'il se fut enfui de la douloureuse garde où il avait si mal reçu le roi Arthur et la reine Guenièvre, Lancelot fit comme lui avait dit l'enfant Merlin. Il alla se remettre en la prison d'une dame au manoir de laquelle l'amena son cheval. Comme il avait grande honte, il se présenta le visage masqué par le heaume, et ce fut la dame de Maléhaut, l'amie de la reine, qui vint à sa rencontre. Dame, je viens en votre prison. Qui t'a pris? Un enfant. Un enfant? Tu veux rire? Hélas. Quoi? Un enfant t'a vaincu? Oh, ce n'est pas un enfant ordinaire. Je ne connais pas de chevalier qui soit de taille à lui résister. Tu m'étonnes grandement. Qui es-tu, chevalier? Il ne m'est pas permis de le dire. Peut-on te demander de lever ton aume? Il l'ôte. La dame tressaille. Elle a reconnu Lancelot. Elle espère que Lancelot va la reconnaître, mais il ne dit rien. Et de même, elle se tait, de crainte d'humilier davantage le blanc chevalier. Et elle se détourne pour cacher son trouble. Dame, je suis venu. Me tiendrez-vous quitte de ma prison? Non. Tu dois avoir grand honte d'avoir été pris par un enfant. Aussi, je ne te tiens pas quitte. Pour rien au monde, elle ne le laisserait partir. Ce n'est pas qu'elle lui veuille du mal, assurément. Promets-moi de ne pas chercher à t'échapper, et je te rendrai cette prison aussi douce que possible. Soit. Je vous le promets. Cependant, monseigneur Gauvin était revenu sans avoir trouvé Lancelot. Les écuyers aussi avaient disparu, en sorte que le roi ne put rien savoir du blanc chevalier. Ils s'en revinrent tous à la cour, et à peine y était-il arrivé qu'un messager se présenta. Sire, le roi Galaor, sire des îles lointaines, a débarqué en Bretagne avec toute une armée. Déjà, les marches de Galaor sont tombées. Galaor? Les îles lointaines? Qui donc est ce Galaor? Sire, on l'appelle aussi le fils de la belle géante. C'est un guerrier avisé et redoutable, qui semble avoir grand appétit de vos terres. Quai! Appelez la table ronde. Bien, sire. À peu de temps de là, le roi, ayant réuni sa troupe, se mit en marche vers Galaor. Il emmenait avec lui de bons chevaliers, mais ils étaient peu nombreux, car le roi séjournait alors fort privément en son palais, et depuis le temps que la paix régnait au royaume de l'ogre, on avait oublié de se tenir incessamment sur le pied de guerre. Après plusieurs semaines, ils arrivèrent en vue des murs de Galaor. Le roi Galaor, du haut de la tour, les regardait, observait leurs mouvements. Regardez! Est-ce là toute l'armée du grand roi Arthur? Par ma barbe, nous n'en ferons qu'une bouchée. Et tout le pays de l'ogre, terre de mes ancêtres, les géants, sera mienne. En haut d'une colline, face au mur de Galaor, le roi installe son camp.
Arthur, nous avons fait une grande folie. Il n'est plus temps de reculer, Gauvin. Jamais nous ne reprendrons Galore. C'est nous qui serons attaqués. Sire, quelqu'un vient de Galore. Seul? Seul. Le roi et les chevaliers sortent de la tente. Ils voient venir à eux, sur son grand cheval, le roi Galeot. Il est grand, il est fort. Il a le poil dru et noir, les yeux noirs aussi comme la nuit. Il inspire la crainte et le respect. Noble chevalier, le roi Arthur est-il parmi vous? Je suis le roi Arthur. Qui es-tu? Je suis le roi Galeot, sire des îles lointaines. Voici longtemps que ta renommée a traversé la mer et que j'ai le désir de te connaître. Et puisque tu ne venais pas, moi je suis venu. Arthur demeure surpris de ce discours. Galeot descend de cheval. Il s'approche d'Arthur, et avant même qu'Arthur ait eu le temps de trouver le temps de sa réponse, voici Galeot qui le serre dans ses bras, qui lui donne l'accolade. Sire Galeot, j'espère pour vous que vous n'êtes pas venu jusqu'à moi pour m'insulter en mon propre camp. Ai-je l'air de me moquer? C'est le moment de s'emparer de lui. Qui ce serait une félonie. Le roi ne vous le pardonnerait pas. Sire Galeot, je ne vous connais pas en effet. Si vous vouliez me connaître, je vous eusse reçu. Ce n'est pas une façon de venir sur mes terres. Arthur, regarde ces murs. J'ai quantité d'hommes, d'armes et de vivres. Toi, tu n'as rien. L'épée me démange. Arthur, écoute. Je te propose un délai de 1 an afin de réunir tous tes bons chevaliers. L'année étant écoulée, nous nous rassemblerons ici de nouveau pour donner un grand tournoi. De nous deux, le vainqueur recevra l'hommage de l'autre. Alors, cela te convient-il? Arthur, c'est un piège. Qui me dit, sire Galeot, que vous ne voulez pas profiter de ce délai pour agrandir vos conquêtes? Ma parole. Plus encore que les belles conquêtes, j'aime les beaux combats. Serais-je venu seul ici pour te tromper? Le roi demeure songeur. Il croit le géant, mais il lui faut du temps pour revenir de sa surprise. Sire Galeot, d'une telle courtoisie, on ne connaît pas d'exemple. Assurément, nous nous retrouverons ici même. Alors, à l'an prochain! Les chevaliers regardent s'en aller le noir Galeot et tous demeurent un peu de temps encore avant de retrouver la parole. Cependant, il fut fait comme avait dit Galeot. Arthur fit quérir tous ses bons chevaliers. Après 1 an, tous se retrouvent aux marches de Galore. C'est en grand apparat, cette fois, comme pour une fête, que s'en viennent les chevaliers d'Arthur. La reine et les dames de la cour les accompagnent, et c'est un beau spectacle que de contempler dans la plaine ces tentes multicolores richement décorées, sur lesquelles flottent si fièrement les étendards aux armes du dragon. On prépare le champ clos, dans lequel aura lieu le tournoi. On construit des loges où se retrouveront de part et d'autre Arthur et sa cour, Galeot et sa suite. Le jour est venu. Les rois se sont assis face à face. Les chevaliers s'apprêtent. Quatre chevaliers de part et d'autre attendent que les rois donnent le signal. Galeot se lève. Il jette le gant. Arthur jette le sien. Les chevaliers s'élancent. Oh, Arthur, vous voyez, ce sont des géants.
Oh, Kay est tombé. Adieu, merci, il se relève. Je crois que la lutte sera dure. Je crois, oui, c'est... Deux chevaliers d'Arthur sont vaincus. Les chevaliers de Galleo les emmènent dans leur camp. Mais les Bretons reprennent l'avantage et cette fois, Monseigneur Kay et Monseigneur Yvain défont leurs adversaires et de nouveaux chevaliers entrent en lice, parmi lesquels Gauvin qui jamais n'a perdu un combat. Mais hors lui, il semble que les Bretons cette fois ont le dessous. Oh, sire, j'ai peur pour la table ronde. Sire, laisserez-vous massacrer la fleur de la chevalerie? Que puis-je descendre à mon tour dans la lice? Ah, quel lion, ce Gauvin! Regardez! Or, sachez qu'à côté de la reine était assise la dame de Malleau. Et plutôt que sur la bataille, il semblait qu'elle eût les yeux fixés du côté où se tenaient les chevaliers d'Arthur, qui attendaient le moment d'entrer en lice. La reine s'en aperçut. Ami, que regardez-vous par là? Rien. Si, que regardez-vous? Ce qu'elle regardait, c'était un chevalier à l'armure vermeille qui, depuis le début, se tenait à l'entrée du champ. Il ne paraissait pas pressé de combattre. On eût dit qu'il rêvait. Et comme il gênait le passage, les écuyers le prirent à partie. Oh là, chevalier! Écarte-toi! Ou bien entre au combat! Chevalier! Es-tu sourd? Es-tu mort déjà? Comme il ne bouge toujours pas, il lui jette de la terre, des pierres. Oh là, mauvais couard! Chevalier failli! Le chevalier vermeil revient à lui. Il mesure l'état des Bretons et sans plus tarder, il s'élance. Le voilà! Ah, cette fois, vous trahissez. C'est bien ce chevalier vermeil que vous cherchez du regard. Eh bien, voyons. En effet, on dirait que c'est la foudre qui est entrée dans la lice. Il était temps. Monseigneur Gauvin est blessé. Il se pâme. Il tombe. Gauvin, le pauvre. On l'emporte. Et le roi et la reine s'inquiètent de son état. Mais le chevalier vermeil ne leur laisse pas le temps de s'attrister tant il fait un massacre dans le camp de Galleo. Quel homme, dame Dieu, quel homme! Sire Ulfin, quel est ce chevalier aux armes vermeilles? Sire, nul ne le sait. Il n'est homme que j'ai si hâte de connaître. Ne manquez pas de le faire quérir après la fin du combat. Bien, sire. Madame, vous le connaissez, vous? Vous l'envoyez des baisers tout à l'heure. Moi? Ah oui, vous avez dit tantôt, le voilà. J'ai dit cela? Maintenant, dites la vérité. C'est un chevalier que je tiens en prison. En prison? Il m'a méfait. À vous voir, on peut imaginer et le méfait et la prison. Vous vous trompez. Quoi qu'il en soit, il s'est racheté que vous ensemble. Je vous requiers de lui rendre sa liberté. Je l'eusse fait de toute façon. Dame de grâce, gardez-moi le secret jusqu'à demain. J'ai donné ma parole de ne pas le trahir. Oui. Voici la fin du combat. Qu'on aille quérir le chevalier vermeil. Bien, sire. Voici que l'on sonne la fin du combat pour ce jour. Grâce au chevalier vermeil, la victoire penche en faveur des Bretons. On le fait chercher de la part du roi. En vain. Déjà, il a disparu. Le roi se désole. La dame de Malleau s'en retourne sous sa tente qu'elle a fait dresser dans un bois loin du camp d'Arthur. Autant elle est fière des prouesses de son prisonnier, autant elle est dolente, sachant qu'il va la quitter. Sire, vous êtes libre. Dame, merci. Vous pleurez? Vous m'allez quitter pour la reine.
La reine? Qu'avez-vous dit de moi à la reine? Rien, sire, je vous le jure. Mais elle vous a vu. Sire, je vous ai fait douce prison. Il n'eût tenu qu'à vous qu'elle fût plus douce encore. Dame, pour demain, faites-moi préparer de nouvelles armes. Hein? Non, ne pleurez plus. J'aurais été votre chevalier si je n'avais déjà engagé ma foi. Je m'en doute. Le tournoi reprit le lendemain. Comme la veille, le noir chevalier combattit jusqu'au soir. Malgré ces hauts faits, la victoire semblait incertaine. Beaucoup de chevaliers de l'ogre étaient prisonniers ou blessés, et le roi Arthur commençait à craindre qu'il ne dût rendre hommage à Galeot. Et comme la veille, le chevalier noir disparut aussitôt la fin du tournoi. Mais cette fois, le roi le fit poursuivre par Kay et Yvain. Sire! Sire! N'approchez point! Sire! Le roi vous demande. Je ne puis, sire. C'est le roi! Pour aujourd'hui, suppliez-le de me pardonner. Demain, sans faute, j'irai me présenter à lui. Voici qu'un peu plus loin, un autre chevalier vient à sa rencontre. Sire chevalier, que Dieu vous garde! Qui es-tu? Je suis Galeot, sire des îles lointaines. En garde! Tout doux! Vous avez combattu tout le jour. Vous devez être fatigué. Non, pas tant que je ne vous fasse oublier le goût de rire. J'aime les beaux combats. Et sauf à vous tuer, j'aimerais celui-ci. Mais il ne serait pas courtois à vous de m'y contraindre. Je pouvais conquérir le royaume sans coup férir. Je me suis contenté d'un tournoi. Sire, je vous ai vu combattre, et j'ai grand désir, grande hâte de connaître un ennemi si valeureux. Je viens vous prier de loger chez moi cette nuit. Ainsi, sans coup férir, vous m'aurez fait prisonnier. À ces mots, Galeot se met dans une grande colère. Il tire son épée. Sire chevalier, il ne fait pas bon d'insulter Galeot! Aussi bien, sire, je me rends. Votre colère me plaît. Venez. Galeot emmène le chevalier noir au château de Galore. Il le comble de prévenances. Puis il lui fait servir le repas. Il renvoie toute sa suite afin de dîner seul à seul avec son ennemi. Sire, je bois vos prouesses. Même si mes prouesses sont votre défaite? Quand il ne restera que vous parmi les Bretons à opposer à mes chevaliers, pensez-vous que vous gagnerez? Il est vrai qu'ils sont d'une force peu commune. Ils sont moins forts que jadis. Mais même si je perds, que m'importe si je gagne votre amitié? Sire, m'accorderez-vous un don? Dites, vous l'avez. Plus tard. Sire, me direz-vous votre nom? Je ne suis qu'un chevalier errant. Je dois taire mon nom tant que je n'ai pas prouvé ma valeur. Vous voulez donc conquérir le monde entier? Oh, je n'ai cure de château ni de richesse.
ni de royaume. Ah oui, oui, vous combattez pour le plaisir. À moins que ce ne soit pour l'amour d'une dame. Sire, je ne voulais pas vous blesser. Je vois bien que vous avez quelques secrets que vous ne voulez dévoiler. Mais à moi, Galeot, qui vient d'au-delà des mers, vous pouvez le dire. Quelle est la femme qui vous refuserait son amour? À moins qu'elle n'ait pas de cœur, et dans ce cas, vous avez tort de l'aimer. C'est la femme la plus douce, la plus belle, la plus magnanime. Dites-moi qui elle est, et je vous l'amène pieds et poings liés. Pardonnez-moi si je suis importun, je ne suis pas d'ici. Moi non plus. Vous êtes d'où? De Petite-Bretagne. Oh. Vous me faites parler. C'est un secret partagé avec un ami et moins lourd à porter. Êtes-vous mon ami? Je le suis. Vous m'avez accordé un don. Certes. Voici ce que je vous demande. Vous irez de ma part trouver le roi Arthur et lui rendrez hommage. De la part de qui? De Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïc. Galeot ne répond pas. Comme un soleil radieux qu'offusque soudainement de lourdes nuées chargées d'orage, son expression change. De son cœur à ses yeux, il semble que les ténèbres montent et se répandent dans l'air alentour. Il se lève. Il paraît encore plus haut, plus fort qu'à l'ordinaire. Et voici qu'à deux bras, il saisit la table, qui est fort grande et lourde. Sans effort, il l'élève au-dessus de lui. Puis il la jette contre un mur, où elle se brise à grand fracas. Ah, petits hommes, petits hommes, petits hommes. Sire, on dit de mes ancêtres les géants qu'ils étaient grands buveurs, trousseurs de filles et coupeurs de têtes. Il n'en est rien. Ils étaient les plus sages des hommes et les meilleurs. Aussi n'avais-je point de plus cher désir que de reconquérir la terre de l'ogre qui leur appartint. Toutefois, pour l'amitié de Lancelot du Lac, ce don, je vous l'accorde. Sire, ce sont là de hautes paroles. Nous sommes quittes. Vous avez renoncé aux richesses, au château pour l'amour d'une femme. Moi, pour votre amitié, je renonce à mon rêve. Écoutez, la tempête se lève. Sire, elle soufflera les royaumes, non point l'amitié de Galeot et de Lancelot du Lac. Sachez que j'aime d'amour impossible une très haute dame. Je l'aime si fort qu'à la voir seulement, tout mon sang se fige. Je pâlis, je tremble. Je ne sais plus que dire, ni que faire. Ce n'est pas ainsi qu'il convient d'aimer. Cette enfance vous passera. C'est la reine. La reine? Et pour elle, vous me demandez ce don que je me remette entre les mains d'Arthur? Mais vous n'aviez qu'un mot à dire et je vous l'amenais! Sire, c'est elle qui m'a fait chevalier. Je ne puis la trahir, ce n'est pas ainsi que je l'aime. Oh, que faire? Je lui appartiens. Et pourtant, jamais... Jamais. Vos paroles sonnent comme un glas. L'amour est-il si triste? Cet amour-là. Sire, il convient que vous soyez chevalier en toutes choses. De quelque tristesse que votre âme soit assaillie, vous ne devez point céder. Et puisque c'est dit, nous nous rendrons ensemble au camp d'Arthur. Non, pas moi. Que ferez-vous?
je partirai. C'en est trop. Je vois que par vous, j'aurai moi aussi quelques sujets de tristesse. Si vous ne voulez voir la reine, du moins resterez-vous ici. Nul ne le saura, et nous partirons ensemble pour les îles lointaines.